Dans cette deuxième partie, on va couvrir ces 4 cours que j'avais donnés l'année passée. Donc, on commencera avec la théorie des cordes, la naissance de la théorie des cordes. Il y a aussi la formulation due à Polyakov. Et après, on va parler des fermions, comment introduire les fermions. Et finalement, on arrivera à la supercorde vers la fin de l'heure. Alors, c'est ce que j'avais fait l'année passée. J'ai rappelé comment il y avait eu plusieurs indications déjà dans les modèles du haut de la présence d'une corde, et toutes cette indication était un peu ignorée, ratée, si vous voulez. Mais finalement, avec ces oscillateurs harmoniques, rappelait beaucoup une corde vibrante. Hein. Donc, finalement, avec le travail de Nambu et de Goto, indépendamment, finalement, on arrive à la construction de la théorie classique de la corde. Après, il faudra attendre encore une année avant qu'on sache quantifier cette théorie. Donc, au niveau classique, les choses sont assez simples parce que une théorie des cordes, c'est une généralisation presque banale, a posteriori, hein, il fallait la trouver, de l'action d'un point matériel qu'on connaît bien. Donc, dans l'action d'une particule relativiste de masse m, on a, disons, une action que je n'ai pas écrite, mais c'est la masse de la particule fois la longueur du chemin parcouru par la particule, ou plutôt le temps propre de la particule, le long de sa trajectoire. Et on minimise, si on veut, les mouvements classiques d'une particule relativiste, c'est la trajectoire qui minimise entre 2 points ce temps. C'est une géodésique dans l'espace-temps où la particule bouge. Bon, dans la théorie des cordes, la situation est similaire, mais le rôle de la masse est joué maintenant par ce qu'on appelle la tension grand T de la corde. C'est une quantité qui a les dimensions d'une tension, donc énergie par unité de longueur. Et j'utilise toujours des unités où je mets la vitesse de la lumière égale 1. Donc, quand je parle de longueur, ça peut être temps. Hein. Et son inverse, plus précisément 1 sur 2 pi t, on l'appelle alpha prime pour une bonne raison que ça va jouer exactement le rôle que alpha prime, vous vous rappelez, hein, la pente de trajectoire de Regge joue. Alors, alpha prime, c'était la pente, donc c'est un moment cinétique divisé par m2. Et si on utilise de bonnes unités, c'est la même dimension que l'inverse d'une tension. Donc, l'action de Nambu-Goto pour la corde, c'est cette constante T fois, cette fois, l'air de la surface qui est balayée par la corde dans son mouvement. Au lieu d'être la longueur du chemin parcouru par la particule, maintenant c'est l'air de la surface balayée. Donc c'est très, très naturel comme généralisation. Comment on écrit l'air? Pour écrire l'air d'une surface d'une façon géométrique invariante, on utilise comme à relativité générale, on a la racine du déterminant de la métrique pour donner l'élément de volume dans une surface à 2 dimensions, hein, parce que la corde est un objet unidimensionnel, donc la surface est bidimensionnelle. On doit utiliser une métrique en 2 dimensions, et cette métrique
est la métrique induite sur la surface par la définition de la surface, c'est-à-dire, peut-être là je devrais expliquer mieux, si x mu d'xi alpha d'xi est la définition de ma surface, je donne les coordonnées de la corde x mu en fonction des deux coordonnées qui vivent dans la surface, je définis une surface. C'est une façon de définir une surface. Pour un point matériel, son mouvement est donné par x mu d'un seul paramètre. Ici, c'est x mu de deux paramètres, fonction de deux paramètres qui paramétrisent la surface. Et on peut vite voir que si dans l'espace-temps, j'ai une métrique que j'appelle grand G mu nu, c'est conventionnel de l'appeler grand G, mais disons, c'est le même qu'en relativité générale, on appelle petit G mu nu. C'est pour distinguer d'autres choses, mais cette construction-là nous donne la métrique sur la surface décrite par la corde. Si on prend la racine du déterminant d sur d de cet objet gamma, on obtient l'élément de surface, on intègre sur les deux coordonnées et on obtient d'une façon complètement invariante l'aire de cette surface. Hein, c'est un petit truc géométrique qu'on peut vite comprendre. On appelle souvent les deux coordonnées sur ce qu'on appelle la surface d'univers de la corde, tau et sigma. Xi0 égale tau, qui est comme un temps, et Xi1 sigma, qui en un instant donné donne les différents points de la corde. Okay? Si vous voulez, dans le cas du point matériel, on n'a qu'une seule coordonnée qu'on appelle le temps, tau. Ici, on a en plus la coordonnée qui varie le long de la corde. Mais disons, on peut paramétriser la surface de plusieurs façons et mélanger ces deux choses, tau et sigma. Ce qu'il compte, c'est la surface elle-même. Donc, il n'y a pas comme en relativité générale, il n'y a pas un concept de temps absolu ou d'espace absolu. Donc, on a justement ces deux paramètres qu'on peut transformer l'un dans l'autre. Alors, par l'effet de sa construction, les coordonnées et les impulsions de la corde satisfait des contraintes. C'est l'analogue des contraintes pour les points matériels. Pour les points matériels, on a que pi2 égale moins m2. Donc, il y a ces contraintes entre les impulsions qui nous dit que la particule a une masse, ou c'est les paramètres que j'ai insérés dans l'action. L'analogue de ça pour la corde, c'est deux contraintes, P x' égale 0 et ppj inverse plus T2 x', égale 0. Donc, on obtient ces deux contraintes qui découlent de l'invariance de l'action sous transformation des coordonnées sigma et tau. Voilà, c'est une explication très rapide, c'est ce qu'on a discuté l'année passée. Alors, la chose est assez compliquée si je me mets dans une métrique de l'espace-temps arbitraire, mais si je considère ce problème-là dans un espace-temps, pour l'instant, minkowskien, donc l'espace-temps ambiant est Minkowski, et j'utilise cette invariance de l'action par redéfinition des coordonnées à mon avantage. Donc, je choisis les coordonnées sigma et tau d'une façon astucieuse. Je me mets dans ce qu'on appelle les jauges orthonormales. Les équations du mouvement
de la corde devient vraiment très facile et devient l'équation de D'Alembert, c'est-à-dire x mu d points égale x mu double prime, où x point est la dérivée de x par rapport à xi0 et x prime, c'est la dérivée de la corde respect à xi1. Donc, par rapport à tau ou par rapport à sigma. Mais ça, c'est le cas seulement si j'ai choisi sigma et tau d'une façon utile, d'une certaine façon, qui s'appelle les jauges orthonormales. Alors, tout le monde sait résoudre cette équation d'Alembert dans les cas où il y a juste deux variables. Et vous savez, la solution, c'est une fonction arbitraire de la différence tau moins sigma plus une autre fonction arbitraire de tau plus sigma. Mais on a encore un résidu de contraintes qu'on doit imposer qui se simplifie et devient que x point plus ou moins x prime tout au carré égale 0. Alors attention, là, qu'est-ce que ça veut dire ce carré-là? Rappelez-vous que x a un index de Lorentz. Donc ça, c'est le carré lorenzien, donc avec un moins et des plus. Donc ce n'est pas une équation banale, autrement on dirait, bon, ça veut dire que cet objet-là est 0. Non, ce n'est pas 0 parce qu'il y a des signes moins. Alors, on doit imposer ça aussi, mais avant d'écrire donc la solution générale, on doit faire attention à ce qu'on appelle, et ça c'est très important, les conditions au bord. Et dans ce cas, les conditions au bord s'appliquent aux cordes ouvertes. Bon, je n'ai pas dit qu'il y a une possibilité d'avoir soit des cordes avec des extrémités, qui s'appellent cordes ouvertes, soit des cordes fermées, comme des boucles, on l'appelle cordes fermées. Si les cordes sont ouvertes, il faut donner encore des conditions au bord, aux extrémités de la corde. Et on a deux types de conditions au bord. On doit satisfaire une certaine équation au bord et on peut la résoudre de deux façons différentes. Une, c'est de donner des conditions qu'on appelle de Neumann, qui nous dit que x' égale 0 aux extrémités. Les extrémités, par convention, sont définies être sigma égale 0 et sigma égale pi. C'est une convention, on pourrait choisir une autre. Donc, rappelez-vous que 0 et pi représentent les extrémités de la corde, toujours. Donc, on peut dire que x' est 0 aux extrémités, ou on peut dire que x point est 0. Alors, vous voyez la différence. X' égale 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune force qui agit sur la corde aux extrémités. Les extrémités sont libres, comme dans des cordes ordinaires qu'on étudie en mécanique classique. Donc, ce sont des conditions de Neumann. Il n'y a pas de tension. Alors, la nouveauté ici pour une corde relativiste, c'est que cette condition de Neumann implique que les extrémités d'une corde ouverte bougent à la vitesse de la lumière. Toujours. Par contre, si je mets les conditions de Dirichlet, il nous dit que les extrémités sont fixes. Vous voyez, parce que x point égale 0, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas du temps. Donc, il y a ces deux types de conditions. Soit les extrémités sont libres, Neumann, soit elles sont fixées. Alors, peut-être je dois le préciser, ces conditions-là, on peut les choisir d'une façon arbitraire, en effet, pour les différents mu. C'est-à-dire, je peux fixer Neumann pour un certain nombre de dimensions de l'espace et Dirichlet pour les autres. Et on va voir ça la semaine prochaine, parce qu'on va rappeler ça la première chose, parce que c'est ça qui donne lieu aux brans, et c'est ce qu'on a appelé la deuxième révolution de la théorie des cordes. Okay. Donc, pour l'instant, pour aujourd'hui, on laisse à côté les cordes de type Dirichlet, qu'on a
étudiées plus récemment, et on va se concentrer sur les cordes de type Neumann. Et à ce moment-là, si on impose les conditions de Neumann plus les équations des mouvements, mais pas encore les contraintes, on obtient cette solution générale. On est encore classique, hein, on peut faire une expansion de Fourier, si vous voulez. Et, par exemple, pourquoi ça, c'est une solution des équations des contraintes? Parce que si je prends ce cosinus n sigma, et je prends la dérivée par rapport à sigma, qui exprime, j'obtiens un sinus de n sigma, et sinus n sigma est 0 à sigma égale 0 et à sigma égale pi. Donc, vous voyez immédiatement pourquoi j'ai un cosinus n sigma, parce que comme ça, j'ai garanti les conditions de Neumann. Disons, j'ai des oscillateurs harmoniques. Vous voyez apparaître les oscillateurs harmoniques qu'on a vus dans le modèle du haut. Mais là, pour l'instant, ce sont que des nombres classiques. Hein? C'est une solution classique des équations de mouvement de la corde. Mais on voit un petit peu la relation. On voit même les Q mu et Pi mu que j'avais il y a tout à l'heure. Pour des cordes fermées, on dit encore que sigma varie entre 0 et pi, mais comme c'est une corde fermée, 0 et pi sont la même chose. Hein? C'est juste une paramétrisation, mais 0 et pi. Donc, on identifie x mu à 0 et x mu à pi. Et c'est pour ça que maintenant, je n'ai pas plus les cosinus et j'ai effectivement les deux possibilités. Vous voyez, là, il y a tau moins sigma et là, c'est une fonction de tau plus sigma. La différence, et ça c'est toujours le cas, entre les cordes ouvertes et les cordes fermées, est que dans les cordes fermées, il y a les doubles des modes. Vous voyez, là, il y a seulement un set A étoile. Là, il y a un set A étoile et un autre set qu'on appelle A tilde et A tilde étoile. Alors, là, on appelle, je pense, les left movers, les modes qui voyagent vers la gauche, ou peut-être c'est ça plutôt. Quand j'ai réfléchi, je pense que c'est ça qui va de droite à gauche, et là, ils vont de gauche à droite. Donc, left movers, right movers. Okay. Et comme je dis, il faut rajouter les contraintes, qu'on peut écrire soit avec c'est plus ou moins au carré, ou on peut évidemment l'écrire comme ça. Et voilà, là, c'est bien écrit qu'il y a des signes moins dans cette équation-là, hein, à cause de la métrique de Lorentz. Donc, c'est ce que ça veut dire. Là, c'est une somme sur I, et I sont les dimensions de l'espace. Donc, alors, on doit résoudre ces contraintes. On les fait directement dans la théorie quantique, parce que pour procéder à la théorie quantique, on doit remplacer les coordonnées de la corde et l'impulsion de la corde par des opérateurs qui ont des règles de commutation canoniques. Et la façon la plus simple, peut-être pas la plus élégante de faire la quantisation, mais la plus simple, c'est de prendre encore une ultérieure détermination de la jauge, parce que même quand on est dans cette jauge conforme, on peut encore concevoir des transformations qui ne mélangent pas la somme et la différence des coordonnées, sigma et tau. Donc, on a encore des degrés de liberté de jauge à fixer et on peut l'utiliser pour fixer complètement une coordonnée de la corde. Et la jauge du camp de lumière spécifie qu'une combinaison x plus de la corde
où je prends la coordonnée du type temps de la corde plus une des coordonnées du type espace de la corde, que je prends comme ça par hasard être la dernière, d-1, je prends que ça, au lieu de dépendre de sigma et tau d'une façon compliquée, elle est simplement donnée par temps. Alors, on trouve qu'on a assez de possibilités, assez de liberté de jauge pour fixer complètement à un opérateur près, qui est l'impulsion dans la direction plus, on fixe complètement ces coordonnées de la corde. Et après, on doit encore imposer ces contraintes, mais vous savez, dans la métrique de Lorentz, si j'utilise des coordonnées type cône de lumière, x02 moins x2 devient x plus fois x moins. X0 plus x fois x0 moins x. C'est une autre façon d'écrire la différence des deux carrés. Donc, ça, c'est la chose très utile de cette jauge-là, qu'une fois que j'ai fixé x plus, la contrainte me donne aussi x moins, parce que x plus, x moins égale toutes les autres coordonnées transverses. Donc, ça suffit de donner la quantification des coordonnées qui sont ni 0 ni d-1, tout le reste, donc grand 2 moins 2, je quantifie ces coordonnées-là, et dans ces jauges-là, le reste est tout fixé. Donc, je peux exprimer tout à travers les opérateurs qui définissent les coordonnées, les 2 moins 2 composantes transverses. Et vous voyez, ces grand 2 moins 2 réapparaît comme dans les états DDF du modèle dual que je vous avais dit, regarde seulement les composantes transverses. Donc, à ce moment-là, j'ai tout fixé et la quantification est, disons, en principe bloquée, fixe, mais je dois encore vérifier que la théorie est invariante de Lorentz. Parce que vous comprenez bien qu'avoir fixé ces jauges-là, ce n'est pas quelque chose qui est invariant par rapport à Lorentz, même pas par rapport aux rotations, si on veut, parce que je peux changer ces coordonnées avec une rotation, je peux faire une transformation de Lorentz et ça change. Donc, je dois vérifier que je n'ai pas perdu l'invariance de Lorentz. Et effectivement, c'est à travers l'imposition de l'invariance de Lorentz qu'on retrouve dans ces contextes-là les deux conditions qu'on avait tout à l'heure. Que ça marche, mais seulement si on a grand 2 égale 26 et alpha 0 égale 1. Donc, les conditions qu'on avait trouvées dans les modèles duals, on les retrouve dans la corde avec ces voies un peu tordues, si vous voulez, mais on les retrouve telles qu'elles sont. Et on peut choisir une autre façon de procéder qui est plus élégante parce qu'elle garde l'invariance de Lorentz tout le temps. Je vais la mentionner brièvement. C'était présenté dans un séminaire, donc si vous voulez la retrouver, dans le séminaire de Vecchia de l'année passée, il est aussi en ligne. Donc, on part avec l'action dite de Polyakov, que je vais présenter tout à l'heure. Là, on reste en variant de Lorentz tout le temps, mais le prix est que pour éliminer les degrés de liberté non physique, on doit introduire des fantômes dites de Fadeev-Popov, qui sont bien connus en théorie des champs, une charge de Becky-Ruestora-Tupin, qui s'appelle Q. Cet opérateur doit être nilpotent, c'est-à-dire A carré égale 0. Et alors,
classiquement, il a un carré égal 0, mais on doit vérifier qu'il reste nilpotent au niveau quantique. Il doit être aussi renormalisé pour être fini et tout ça. Et quand on met tout ensemble, la condition Q2 égale 0, au niveau quantique, impose à nouveau les mêmes conditions. Donc, on retrouve D égale 26 et alpha 0 égale 1, soit en faisant la quantification dans les camps de lumière, soit en faisant la quantification à la BRST. Donc, c'est ce qu'on trouve qu'au moins au niveau du spectre, les modèles duals et la théorie des causes sont équivalents, mais effectivement seulement dans les cas où il y a consistance. Ça, c'est la raison physique du côté de la corde est assez claire. Si on a une corde, les oscillations, les vraies oscillations physiques d'une corde sont les oscillations qui ne sont pas perpendiculaires à la corde elle-même. C'est-à-dire, si la corde bouge dans la direction de la corde elle-même, tangentielle, ce n'est pas vraiment quelque chose de physique. Hein. Ça correspond juste à reparamétriser un petit peu les points de la corde. C'est ce que c'est vraiment physique, c'est les vibrations orthogonales à la corde elle-même. Donc c'est pour ça que les vrais degrés de liberté physique vivent dans un espace à grand D moins D dimensions. Entre parenthèses, ces nombres 26 et plus tard il y aura le nombre 10 sont des nombres un peu bizarres, hein, pas tellement jolis, mais si on enlève 2, elle devient un peu plus jolie. Hein. 26 moins D, ça fait 24, qui est un nombre assez... se factorise bien, et 10 moins D, ça fait 8. Donc, c'est un nombre un peu... Et ça, c'est vraiment les vrais nombres où la corde vibre. Donc, et on peut démontrer qu'effectivement, il y a une équivalence complète entre cette théorie des cordes, ainsi formulée, et les modèles duaux qu'on a discutés. Alors, brièvement, parce qu'on va l'utiliser plus tard, la formulation dite de Polyakov. Donc, au lieu de partir à la Nambu-Goto, qui était ça, avec cette racine carrée qu'on n'aime pas trop, hein, on n'aime pas trop travailler avec des racines, hein, parce qu'alors il faut faire beaucoup attention aux signes, ces choses-là. On préfère, bon, il y a une racine là aussi, mais c'est moins grave. Là, on part avec cette action-là, où maintenant on regarde les gamma, alpha, bêta, qu'avant j'avais défini comme une certaine fonction de x, le dérivé de x et la métrique. Pour l'instant, je la regarde comme un champ bidimensionnel indépendant de x, mais comme ce champ-là, il apparaît dans l'action sans dérivée, je peux l'éliminer facilement en utilisant les équations de mouvement. C'est-à-dire, je varie l'action par rapport à gamma, alpha, bêta, et après, j'utilise la solution et je la remets dans l'action. Et c'est comme ça que je récupère l'action de Nambu-Goto. C'est un petit exercice qu'on avait fait. Donc j'ai utilisé même les mêmes noms, hein, ici et dans l'action de Nambu-Goto. Dans l'action de Nambu-Goto, gamma, alpha, bêta, c'était défini d'une telle façon que c'est la même chose qu'on obtient ici si on résout des équations de mouvement. Donc, cette action de Polyakov est plus utile pour plusieurs choses. Généralisation aux fermions et aussi si je vais introduire pas seulement une métrique, mais d'autres champs de fond où je laisse la corde se propager. Et l'autre chose très jolie de cette action de Polyakov,
c'est qu'elle a l'air d'une théorie des relativités, relativité générale en 2 dimensions. Hein. Si quelqu'un me dit, tu peux écrire une action des relativités générales en 2 dimensions, on commencerait avec un élément de volume et après on met des champs. Alors les champs x mu, du point de vue de cette relativité à 2 dimensions, sont des champs scalaires. Et mu, qui est la coordonnée de l'espace-temps, c'est juste un label, un index qui labelle les différents champs. Voilà. On appelle ça aussi les modèles sigma non linéaires pour des raisons historiques, mais essentiellement parce que si je mets une métrique non banale, vous voyez, c'est un modèle non linéaire, c'est-à-dire que le champ x mu, il n'est pas un champ libre. Il est libre si je diminue à une constante, comme en Minkowski, mais si je diminue c'est une fonction de x, c'est une théorie des champs en interaction. Mais effectivement, elle a toute l'air de relativité générale en 2 dimensions, et les invariances des jauges qu'on avait discutées, qui donnent les contraintes et tout ça, sont rien d'autre ici que l'invariance pour transformation générale des coordonnées en 2 dimensions, typique d'une relativité à 2 dimensions. Mais il n'y a pas de relativité générale dans l'espace-temps, hein, c'est juste une relativité, petite relativité générale, sur la surface d'univers de la corde. Alors, dans cette formulation-là de Polyakov, ce n'est pas trop difficile d'introduire des fermions. Les gens l'ont fait d'une façon très sophistiquée, c'est-à-dire ils ont généralisé l'action de Polyakov qui a une gravité à 2 dimensions en faisant une théorie de la supergravité, donc une gravité supersymétrique en 2 dimensions. Alors, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça implique avoir un champ donc, il y a une métrique que là, j'ai appelé G, petit g alpha bêta et pas gamma parce qu'il y a toutes les matrices gamma de Dirac. Donc, c'est complètement autre chose. Donc, je l'ai redéfini comme petit g. Mais, donc, à part la métrique, il y a aussi un champ de type gravitino, gravitone, gravitino, tout ça. Bon, c'est assez compliqué, mais on peut démontrer que cette action-là est pas seulement supersymétrique, elle a une supersymétrie locale, donc c'est vraiment une supergravité à 2 dimensions. Donc il y a beaucoup d'invariances des jauges, fermioniques, bosoniques et tout ça, et on peut choisir à nouveau un jauge convenable où cette action, ça simplifie d'une façon énorme si on se met, comme je me suis déjà mis, dans l'espace-temps plat. Hein. Vous voyez là, je n'ai plus mis mon grand G mu nu de x, donc j'ai utilisé directement la métrique de Minkowski. Alors, si on se met à nouveau dans Minkowski et dans une jauge convenable, on obtient une action qui est très très simple parce que ça devient, vous voyez là, une équation très simple pour les coordonnées x mu. Et pour les fermions, on obtient une action type Dirac. Hein? Ça, c'est typiquement l'action de Dirac. J'ai oublié de dire une chose. On introduit les fermions comme des champs, comme des fermions à 2 composantes, mais qui sont encore des vecteurs dans l'espace-temps. Ça, c'est très bizarre hein, si on y pense, parce qu'on penserait que je dois introduire des spinners à la fois à 2 dimensions, mais aussi dans l'espace-temps. Tandis que la construction qui marche,
et qui est la plus simple, il y a aussi une autre construction qui est moins simple, est celle où les fermions restent des vecteurs de l'espace-temps. Donc, quand j'écris psi, psi a encore un index alpha ou bidimensionnel que je n'ai pas mis expressément, mais c'est là que les matrices de Dirac agissent. Et il y a encore un index d'espace-temps mu, comme ici. Donc, il y a un parallèle entre les coordonnées bosoniques et les coordonnées fermioniques. Et c'est comme ça qu'on a une symétrie, une supersymétrie dans cette théorie, grosso modo. Mais c'est une supersymétrie dans l'espace à 2 dimensions, pas dans l'espace-temps. Parce que pour l'espace-temps, j'aurais besoin d'écrire des choses, des spinaires dans l'espace-temps. Tandis que j'ai seulement des spinaires à 2 dimensions pour l'instant. Alors, je ferme la parenthèse. Donc, j'ai cette action-là. Si je l'écris en détail, j'obtiens ça. Et ça, c'est la chose intéressante. Je trouve, c'est bien connu en 2 dimensions, que les composants, donc psi c'est un spinaire à 2 composantes que je peux définir comme la composante plus et la composante moins. La composante plus apparaît dans l'action avec une dérivée par rapport à x moins, xi moins, qui est tau moins sigma, et la composante moins apparaît avec une dérivée par rapport à tau plus sigma. C'est-à-dire que la solution des équations de mouvement devient à nouveau très facile. Pour les coordonnées bosoniques, comme c'est quadratique, vous voyez là, j'obtiens d plus d moins x égale 0. Si je fais les équations de mouvement de cette partie-là, la solution est comme avant, une fonction de tau pour sigma plus une fonction de tau pour sigma. Par contre, si je prends les équations du mouvement pour psi moins, j'obtiens que d plus psi moins égale 0. Mais d plus psi moins égale 0 dit que psi moins est une fonction de tau moins sigma. Et vice-versa, psi plus est une fonction de tau plus sigma. Donc, c'est très facile. Pour x, j'ai la somme de 2 mouvements vers la gauche, mouvements vers la droite. Mais, et ça c'est bien connu pour des fermions en 2 dimensions, les fermions, comme ils ont 2 composantes, il y a une composante qui a seulement le mouvement vers la gauche et l'autre qui a seulement la solution qui bouge vers la droite. Donc, il faut se rappeler, c'est la dernière ligne. La bottom line, c'est important. Alors, pourquoi? Parce que la chose se complique pour les fermions au niveau des conditions au bord. Parce que quand on varie l'action et on tient compte aussi qu'il y a des termes de bord, on trouve cette condition-là, que les variations au bord pour le champ fermionique, cette combinaison des conditions au bord, des variations au bord des champs fermioniques à une extrémité doit être égaux à ces termes-là, cette combinaison-là à l'autre extrémité. On trouve cette condition-là. Alors, attention, pour des cordes ouvertes, sigma égale 0 et sigma égale pi sont deux choses différentes. Ils n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Donc, la seule façon de satisfaire cette condition, c'est de dire que ça est 0 et ça est 0. Voilà, c'est difficile de faire communiquer les 2 extrémités. Ce serait vraiment très non physique. Donc, on doit imposer que ça est 0. Alors, comment je peux imposer, par exemple, que ça est 0?
je peux l'imposer en disant que psi à sigma égale 0, psi plus égale psi moins. Parce que si psi plus égale psi moins, aussi la variation de psi plus égale la variation de psi moins, et donc je tue les deux termes entre eux. Mais je peux aussi dire que psi plus égale à moins psi moins, parce que dans ce cas-là, la variation est aussi égale à moins. Donc j'ai deux fois le signe moins et ça marche aussi. Hein? C'est aussi simple que ça, mais effectivement, il faut faire le calcul attentivement et c'est ce qu'on trouve. Donc on trouve que à sigma égale 0 et aussi, même histoire, à sigma égale pi, je peux mettre des conditions, je peux lier les deux composants du fermion, soit en lui donnant la même valeur ou valeur opposée. Donc j'ai ces deux possibilités, à 0 et à pi. Maintenant, alors a priori, il semblerait qu'on a 4 possibilités, parce que je peux utiliser le signe plus ici et ici, moins ici et plus ici, et j'ai 4 possibilités. Mais en effet, il y a seulement 2 possibilités qui se distinguent. Soit j'utilise le même signe plus ou moins, soit j'utilise une fois plus et une fois moins. Voilà. Donc, en effet, quand on a fait tout le processus, on arrive à cette conclusion-là que pour des cordes ouvertes, on peut soit utiliser les mêmes conditions pour plus et moins, soit conditions opposées. Si on utilise les mêmes, on parle des fermions de Ramond, parce que c'est Pierre Ramond qui est en français, l'a découvert, et sinon on a Neveu-Schwartz. Et les deux possibilités maintenant nous donnent la solution. Hein. Une fois qu'on a mis les conditions au bord, on a les équations de mouvement qui, comme je vous ai dit, sont vraiment très faciles. Donc, on avait dit que, vous vous rappelez que psi plus dépend seulement de tau plus sigma et psi moins dépend seulement de tau moins sigma. Alors là, on a Ramond. Pourquoi? Alors, Ramond correspond à cette expansion en mode où n, c'est un entier. Vérification. J'espère d'avoir encore lucidité pour la faire. Alors, effectivement, si je prends sigma égale 0, il n'y a pas de différence entre plus et moins, hein, parce que le sigma s'en va. Mais si je mets sigma égale pi, aussi, parce que si je mets sigma égale pi et n est un entier, avoir exponentielle moins i n pi, c'est égal à exponentielle moins i n moins pi, parce que la différence est 2pi. Tandis que dans Neveu-Schwartz, j'utilise des R qui sont des demi-entiers, et si j'ai un demi-entier, j'obtiens un signe si je regarde à sigma égale pi. Donc là, c'est-à-dire, on a utilisé la convention qu'à sigma égale 0, on garde toujours les mêmes signes, donc ils sont égaux, les deux psi, tandis qu'à sigma égale pi sont égaux pour Ramond et sont opposés pour Neveu-Schwartz. Et ça, c'est exactement ce que vous pouvez vérifier vous-même. Donc, on a ces deux types de développement en série des Fourier, l'un avec des modes entiers et l'autre avec des modes demi-entiers. Donc, il faut se rappeler, entier, c'est Ramond, et demi-entier, c'est Neveu-Schwartz. Et la chose se complique un petit peu pour les cordes fermées, parce que pour les cordes fermées, vice-versa, maintenant, sigma égale 0 et sigma égale pi sont en effet les mêmes points physiquement de la corde, parce que la corde est fermée, donc 0 et pi sont la même chose. Et alors, par contre, dans la corde fermée, je ne peux pas lier les modes plus et les modes moins,
Donc, les conditions au bord deviennent, si je les reprends, maintenant, je ne peux pas compenser l'un avec l'autre parce que je dois les regarder comme des choses complètement indépendantes. Par contre, comme sigma égale 0 et sigma égale pi, c'est le même point dans la corde, je peux lier ça à ça et ça à ça. Voilà. Et c'est ce qu'on fait dans la corde fermée. Et donc, à nouveau, on appelle... alors, si je prends psi plus à sigma égale, je pourrais mettre 0, hein, mais j'ai mis un sigma arbitraire parce que de toute façon, voilà, si je varie sigma de pi, je reviens au même point de la corde. Donc, je peux dire que la psi plus est plus ou moins psi plus. Donc, je remonte, si je prends le plus, je ne veux choisir, je prends le moins. Et pour le psi moins, je peux faire aussi la même chose. Donc, et là, j'ai vraiment 4 possibilités. Parce que quand je fais des états de cordes fermées, je dois toujours combiner des choses qui bougent à droite et des choses qui bougent à gauche. Il y a une contrainte qui implique ça. Alors, je peux prendre, par exemple, 2 fois Navier-Schwartz, c'est-à-dire prendre les signes moins 2 fois. Je prends ça et ça. Voilà. Et j'aurai Navier-Schwartz, Navier-Schwartz. Ou je peux prendre mixte, Navier-Schwartz-Ramond, Ramond-Navier-Schwartz et Ramond-Ramond, quand je prends le 2 plus. Voilà. Vous pouvez regarder toute la table tranquillement. Et ça nous dira à la fin qu'est-ce qu'ils sont les bosons de l'espace-temps dans les différents secteurs. J'ai fait la quantification canonique. J'ai donc les oscillateurs B et D. Vous vous rappelez, hein, c'est les voilà, B et D de Ramond et Navier-Schwartz satisfait des relations d'anticommutation, hein, parce que je dois imposer que les champs fermioniques ont des relations d'anticommutation, donc avec le signe plus. J'obtiens que les oscillateurs ont aussi des règles très simples d'oscillation, mais il y a un point très intéressant, c'est-à-dire que d'habitude je pars avec un vide de Fock qui est tué par tous les opérateurs de destruction. Mais là, je ne peux pas le faire pour les D0 parce que si je prends D0 n égale m égale 0, j'obtiens cet anticommutateur-là qui fait si que, comme ça, c'est D0 deux fois, que D0, il ne peut pas être 0. Donc, cette équation-là est incompatible avec les règles de commutation. Parce que si j'applique 2 fois D0, j'obtiendrai 0, tandis que je dois obtenir eta fois les vecteurs 0. Pas 0, mais l'état 0. Donc, on découvre que dans le secteur de Ramond, parce que les deux sont associés au secteur de Ramond par Navier-Schwartz, les vides est déjà une représentation de l'algèbre de Dirac. Parce que cette algèbre-là a un facteur 2 près. Hein, d'habitude, par convention, dans l'algèbre de Dirac, on met un 2. Bon, là, il n'y a pas un 2, c'est facile à changer. Donc, il doit représenter l'algèbre de Dirac. Et donc, le vide lui-même, dans le secteur de Ramond, est lui-même un fermion. Donc, on devrait écrire 0 avec un index spinoriel. Maintenant, c'est les matrices Dirac dans l'espace-temps. Hein. Donc, c'est vraiment un fermion de l'espace-temps. On est parti avec des fermions
à 2 dimensions et on arrive tout d'un coup à un fermion, à un vide qui c'est un fermion de l'espace-temps. Alors, tous les autres états, par exemple dans le secteur de Ramond, sont obtenus en partant de ces vides, qui est lui-même un fermion, et on y applique les opérateurs D, par exemple. Et ces opérateurs-là, comme ils ont, du point de vue de l'espace-temps, un index vectoriel, ils ne changent pas la nature fermionique du vide. Donc, je pars d'un fermion, j'applique un opérateur bosonique, si vous voulez, un vecteur, j'obtiens à nouveau quelque chose de spinoriel. Donc, la conclusion est que dans le secteur de Ramond, il y a des fermions, que des fermions. Et dans le secteur, pour la corde ouverte, dans le secteur Navier-Schwartz, il y a des bosons. Si on a des cordes fermées, comme on doit combiner toujours les droites et les gauches, si on combine 2 fois Navier-Schwartz, c'est boson, boson, donc on obtient des bosons. Si on prend Ramond, Ramond gauche, Ramond droite, on a un fermion fois un fermion, donc on a à nouveau un boson. Si on prend les choses mixtes, on a vraiment des fermions. Donc, parce que ça, vous l'entendez toujours, quand on parle de théorie des cordes, il y a le secteur Ramond, Navier-Schwartz. On obtient toujours ces noms répétés 2 fois. Ça veut dire que c'est Ramond à gauche, Ramond à droite, et Ramond sont des bosons. Tandis que les cas mixtes représentent des fermions de l'espace-temps. Alors, on fait le processus de quantification à nouveau dans les jauges du cône de la lumière, light cone. Même chose que tout à l'heure pour la corde bosonique. La différence, c'est que dans la corde fermionique, maintenant, on peut mettre à 0, par exemple, la composante psi plus, où c'est plus là qui est en haut est différent du psi plus en bas. Plus en haut, ça veut dire ça. Plus en bas, ça joue avec les 2 composantes du fermion. Donc, quand on fait ça, on refait tous les calculs, l'invariance de Lorentz, ou on choisit l'approche covariante et tout ça, on obtient le résultat que maintenant ça marche avec un grand 2 qui est 10 au lieu d'être 26. Donc, on a réduit le nombre de dimensions de l'espace-temps à 10. C'est encore trop, mais on est là. Et l'alpha 0 est à nouveau 1 pour Ramond, mais est 1,5 pour Navier-Schwartz. C'est ce qui nous donne cette structure-là des excitations, des trajectoires de Regge. Alors, regardons un petit peu ça. Donc ça, c'est le modèle qu'on appelle de Navier-Schwartz-Ramond. Vous avez entendu beaucoup les noms de Navier-Schwartz et Ramond. Donc, c'est la première approche vers la supercorde. Ce n'est pas encore la supercorde. Il faut encore attendre un petit moment. Mais quand même, c'est un modèle assez riche parce qu'il a des fermions. Dans le secteur fermionique, il n'y a pas de tachyons. Par contre, il y a un secteur bosonique qui a aussi encore un tachyon. Vous voyez, la situation, c'est que dans le secteur bosonique, il y a une trajectoire avec intercept 1, comme dans la corde bosonique de tout à l'heure, donc avec une particule à masse nulle, le spin 1. Mais il y a aussi cette trajectoire avec intercept 1,5 qui a un tachyon.
heureusement, cette trajectoire rouge, elle n'a pas un état, cet état-là est absent, hein, pour quelques raisons un peu compliquées à expliquer, mais il n'est pas là. Donc, il y a quand même un tachyon ici. Pour le reste, il y a des particules à masse nulle, spin 0, spin 2, et tout ça. Dans les éthers fermioniques, on n'a pas de tachyons et on a des particules à masse nulle, des spins 1,5 et 3,5. Et si on regarde ces trucs-là, on voit qu'il y a quelque chose de symétrique, mais pas tout à fait, entre les fermions et les bosons. C'est-à-dire qu'il y a certains états ici qui semblent liés aux états bosoniques. Par exemple, une particule à spin 1 et une particule à spin 1,5 à masse nulle, là c'est 3,5 et 2. C'est ce que la supersymétrie aimerait bien, serait exactement d'avoir une identité entre les états spin 1,5 et 1, et vous savez, graviton, gravitino, photon, photino. Mais il y a des choses en plus, il y a les tachyons. Donc, ce n'est pas encore vraiment ce qu'on aimerait avoir. Et c'est là qu'en 1976, il y a les tout derniers petits pas, hein, qui nous amènent finalement à une supercorde qui est propre, disons, qui n'a pas ces problèmes. Donc, ça, c'était le travail des GSO, Liozzi, Scherk et Olive, qui trouvent une façon astucieuse d'éliminer les tachyons et en même temps de récupérer une symétrie complète dans l'espace-temps. Et les petits trucs, c'est d'utiliser, de faire encore une projection, c'est-à-dire on prend de tous ces états-là, on enlève toute une série d'états. Effectivement, il faut être sûr que la procédure de projection est autocompatible, c'est-à-dire le truc à voir, c'est que si je fais la projection, il doit être vrai que si je pars avec des états du bon côté, je ne produis pas comme résultat des interactions les autres. Voilà. Et ça, c'est toute la difficulté, hein, démontrer que la projection est autocompatible. La projection qui marche, qui s'appelle la projection des GSO, il utilise des projections, des projecteurs, si vous voulez, un pour le secteur Neves-Schwarz et un pour le secteur de Ramond. Rappelez que dans le secteur de Neves-Schwarz, j'ai les opérateurs B, tandis que dans Ramond, j'ai les deux. Alors, pour Neves-Schwarz, le projecteur, c'est le nombre de quanta moins 1 à la puissance nombre plus 1. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un état sans excitation du type B, ce nombre f est 0, cet opérateur fait 0 sur l'état, donc f égale 0, et comme c'est plus 1, j'ai moins 1. C'est la raison pour laquelle les tachyons qui n'ont pas d'excitation du type B a la valeur du P égale moins 1. Okay. Les tachyons a PF égale moins 1. Pour Ramond, c'est un peu la même chose. C'est le nombre moins 1 au nombre des oscillateurs du type 2, à part une matrice gamma à 10 dimensions. Vous savez qu'en 4 dimensions, il y a le fameux gamma 5, qui est le produit gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3. On l'appelle gamma 5. Bon, ici également, il y a gamma 0 jusqu'à gamma 9. Et après,
on saute les 10 parce qu'il y a déjà les zéros et on appelle gamma 11 les produits de 10 gamma. Alors, il a carré égale 1, donc les valeurs propres de ces matrices c'est plus ou moins 1, et donc on utilise aussi comme projecteur. Le projecteur d'un projecteur, c'est qu'ils sont carrés égal à lui-même. Alors, les tachyons a ça, tandis que par exemple les vecteurs à masse nulle a PF égale plus 1. Alors, quand on fait ces projecteurs, c'est-à-dire qu'on dit on prend seulement les états qui ont ces P égale plus 1. Et on démontre, et ça c'est la partie difficile, que c'est une troncation cohérente de la théorie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas produire les états avec P égale moins 1 si on part des états avec P égale plus 1. On élimine les tachyons, on élimine toute cette trajectoire. Vous voyez, elle n'est pas là si on utilise GSO, donc pour la corde ouverte, là. Et on réduit aussi, même si on ne les voit pas, parce que la trajectoire reste là, mais la projection gamma 11 enlève quand même certains états. Et quand on regarde, par exemple, l'état plus bas, à masse nulle, spin 1 et spin 1,5, on trouve le même nombre de degrés de liberté, parce que là, par exemple, c'est un vecteur à masse nulle en 10 dimensions, on peut démontrer qu'il y a 8 composants physiques. Toutes les directions orthogonales à l'impulsion. Donc, c'est un peu comme en 4 dimensions, on a deux hélicités. La chose un peu moins triviale, c'est que là, quelque chose qui a spin 1,5 a aussi 8 composantes. Et la raison, c'est que à travers la projection GSO, on trouve que ce fermion-là, il satisfait des conditions de Weyl et de Majorana. Ça, c'est très intéressant parce que, disons, quand on fait la théorie des spineurs, on trouve qu'il y a des peculiarités dans certaines dimensions. Je pense que c'est seulement si la dimension est 2 plus 8n, où n c'est un entier, donc par exemple 10, 10 c'est assez spécial, on peut imposer à la fois, oui c'est comme ça, parce qu'en 2 dimensions on peut le faire, et correspond à n égale 0, et la prochaine dimension où on peut imposer Majorana et Weyl, et ces 2 conditions séparées, c'est 10. Donc en dimension 10, un fermion en général a beaucoup de composants, 2 à la puissance, je ne m'appelle plus 5, quelque chose comme ça, donc c'est un grand nombre, mais comme on peut imposer ces conditions de Majorana à Weyl, on réduit le nombre de composantes et effectivement, ces fermions-là, à masse nulle, a exactement 8 composantes. Donc, ça marche. Et la chose intéressante, c'est que ça marche, on a démontré que ça marche pas seulement pour les premiers états, les plus légers, mais pour tous les états. Il y a une formule compliquée je l'avais écrit, c'était dû à, maintenant j'ai oublié, une identité abstruse, vous le trouvez dans les notes de l'année passée. Donc, où on peut faire le comptage et on trouve qu'il y a exactement le même nombre d'états dans les 2 secteurs fermioniques et bosoniques. Après, on démontre que aussi les interactions sont symétriques entre bosons et fermions. Et comme ça, on arrive à définir, c'est ce qu'on appelle, la première théorie supersymétrique, complètement supersymétrique, s'appelle la supercorde du type 1. C'est une théorie des cordes ouvertes, c'est ça que j'avais
présenté tout à l'heure. Mais, comme j'ai expliqué l'année passée, on ne peut pas se limiter dans une théorie des cordes au seul secteur des théories, au seul secteur des cordes ouvertes, parce que à cause des boucles, une corde ouverte peut toujours faire des transitions à des cordes fermées. Donc, une théorie de seule corde ouverte, ça va au niveau arbre, mais au moment qu'on introduit des boucles, on a automatiquement aussi un secteur de cordes fermées. Donc, mais il y a fermée et ouverte. On trouve que l'état à masse nulle sont ces vecteurs à 8 composantes, mais disons, on peut aussi donner aux vecteurs des nombres quantiques d'un groupe interne des symétries des jauges. Mais on a seulement un choix entre SON et SPN comme groupe de jauges. Et les spinors, comme je dis, de Weil-Majorana. Donc, c'est une théorie chirale en 10 dimensions comme conséquence de la projection de GSO. Si on change gamma 11 à moins gamma 11, on obtient à nouveau la même théorie, au moins pour la théorie avec les cordes ouvertes. C'est-à-dire on pouvait juste échanger les signes de gamma 11, mais on n'obtient pas une théorie différente. Par contre, quand on prend les cordes fermées, à ce moment-là, on doit combiner à nouveau des choses qui bougent à droite et des choses qui bougent à gauche, et on peut choisir soit les mêmes gamma 11 pour les gauches et les droites, soit choisir la projection opposée en gamma 11. Et donc, on distingue deux types de théories de type 2, qu'on appelle des types 2. Donc, le type 1, c'est des cordes ouvertes plus un secteur de cordes fermées. Et ils ont seulement un type, type 1, il vient avec un seul type de structure, tandis que pour les théories de type 2, qui sont des théories de cordes, seulement des cordes fermées, il y a 2A et 2B, selon les choix, si je prends la même projection pour les gauches et les droites. Donc, jusqu'au papier de 1984 de Green et Schwartz, que c'est la première évolution de la corde, on avait 3 théories consistantes de supersymétriques, type 1, type 2A, type 2B. Après, on verra qu'on aura rajouté encore 2 théories consistantes. Disons, la chose intéressante, c'est que la supersymétrie apparaît jouer un rôle essentiel dans toutes ces théories consistantes des cordes. Donc, il semblerait, je pense que ce n'est pas un théorème, mais c'est un fait expérimental, si je peux dire, que les théories des cordes ont besoin de la supersymétrie pour éliminer ces problèmes du tachyon et tout ça. Tandis que la théorie des champs ordinaires est plus jolie si on a la supersymétrie, mais peut survivre sans supersymétrie. Donc, si vous voulez, la supersymétrie, c'est une espèce de prédiction de la théorie des cordes. Et, oui, voilà, je pense que le reste, c'est pour là. Donc, on verra bien que malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait la fin de notre recherche d'une bonne théorie, parce qu'il y a encore des anomalies au niveau des boucles qu'on va discuter, qu'on va rappeler la semaine prochaine. Mais disons, ça c'est déjà on est déjà là tout près des théories des supercordes qu'on utilise aujourd'hui, disons, pour des applications physiques. C'est ce qu'on va prédiscuter. Voilà, je vous remercie.